Patrick Bruel a récemment été placé en garde à vue, mais à l'issue de cette audition, il a été libéré après avoir versé une caution de 500 000 euros. Bien qu'il n'ait pas été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, peut-on quand même dire que ce monsieur a violé des femmes, alors que lui, il dit que ça n'est pas vrai. Pourquoi a-t-il été placé sous contrôle judiciaire et pas directement en détention provisoire? Et puis, qu'est-ce que c'est aussi que cette caution de 500 000 euros qu'on lui a demandé pour le libérer? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les canicules s'emballent et le résultat, c'est qu'il fait chaud. Heureusement que Tricotine est prévoyante. Le mois dernier, elle a fait installer la climatisation dans le studio et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, on est bien content de l'avoir. Normal, il faut prendre soin des vieux. Évidemment, une climatisation, ça consomme. Mais la vraie question, c'est combien? Parce que quand on reçoit sa facture d'électricité, on voit le montant, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il explique. C'est un petit peu comme faire ses courses au supermarché sans voir le prix des articles et découvrir le total à la caisse. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et c'est justement pour ça que Tricotine a commandé un EcoJoco. On ne peut pas agir sur ce qu'on ne voit pas. Et c'est là qu'EcoJoco change la donne. Il rend enfin l'électricité visible. Et pour ça, il s'appuie sur ce petit boîtier connecté posé directement dans la maison. En un coup d'œil, on suit notre consommation en temps réel. On comprend ce qui fait grimper la note, on repère les pics et on sait où ça vaut le coup de faire attention. Et au final, on reprend le contrôle sans perdre en confort. Pour l'installer, c'est très simple. Lors de la commande, on indique son type de compteur, si vous avez des panneaux solaires ou pas, etc. Et à la réception, il suffit de brancher le capteur sur son compteur Linky. Bon, de mon côté, j'ai dû sortir le tournevis 2 minutes parce que mon compteur est à l'extérieur. Mais rassurez-vous, c'est à la portée de tout le monde. On lance l'application et l'affichage instantané commence. Alors attention, c'est pas magique non plus, EcoJoco ne fait pas les économies à votre place. Mais quand on réalise enfin où part son électricité, on sait tout de suite beaucoup mieux où faire attention. Et c'est comme ça que les 90 000 foyers déjà équipés réduisent leur facture de 18% en moyenne. Alors si vous aussi vous voulez reprendre le contrôle de votre facture et arrêter de consommer à l'aveugle, rendez-vous dans la description et avec le code TRICOTINE, vous avez une réduction sur votre commande. Et maintenant, retour à la vidéo. Depuis des années, des rumeurs couraient concernant le comportement problématique de Patrick Bruel avec les femmes. Jusqu'à présent, ce n'était surtout que des rumeurs. On va voir cependant que les choses avaient déjà commencé à bouger il y a plusieurs années, dès 2019. Mais le mois dernier, enfin, la procédure se met à avancer sérieusement dans cette affaire. Patrick Bruel est placé en garde à vue afin d'être interrogé, et à la fin de cette garde à vue, il est mis en examen pour viol, pour tentative de viol, pour attouchement et exhibition sexuelle. Tout ça sur une trentaine de femmes. Naturellement, il nie farouchement avoir imposé quoi que ce soit à toutes ces femmes, il dit au contraire qu'elles auraient toutes été consentantes, et pourtant il y a ici ce qu'on appelle en droit un faisceau d'indices graves et concordants concernant la commission possible de ces diverses infractions. Et ça, c'est suffisant pour ouvrir une enquête. C'est ce qui s'est passé l'autre jour. Patrick Bruel a été placé en garde à vue pendant 24 heures et cette garde à vue a été renouvelée pour 24 heures supplémentaires. Et à la fin de cette garde à vue, il a été mis en examen pour certaines affaires, alors que pour d'autres, il a seulement été placé sous le statut de témoin assisté. Il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire en échange du versement d'une caution de 500 000 euros. Alors là-dedans, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a plein de trucs à expliquer, parce que nécessairement, quand on résume l'affaire à l'âge, comme je viens de le faire, on loupe forcément des trucs, des nuances, voire des informations essentielles, et notamment concernant la garde à vue. Alors, je ne vais pas développer ce sujet aujourd'hui, parce que ça, j'ai déjà fait dans plusieurs autres vidéos de la chaîne, notamment celle-ci concernant le youtubeur Norman Tavo. Je l'avais intitulé « Norman fait de la garde à vue », le lien est ici et en description. Aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler d'un autre sujet. Pourquoi Patrick Bruel a-t-il été mis en examen pour son comportement avec certaines femmes, alors que pour d'autres, il a seulement été placé sous le statut de témoin assisté? Lorsque j'étais étudiant en droit, il y a déjà quelques années, la mise en examen et le statut de témoin assisté, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'une seule procédure, ce qu'on appelait à l'époque l'inculpation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était soupçonné d'avoir commis une infraction, mais aussi lorsqu'il avait eu connaissance directe de la commission de l'infraction sans nécessairement y avoir participé, dans les deux cas, il pouvait être inculpé.
pouvait être inculpé parce que c'était le seul moyen prévu par le droit à l'époque pour que le juge d'instruction puisse l'entendre dans la procédure de façon plus précise que pour un simple témoignage. Mais ça avait plusieurs inconvénients, et notamment celui qu'être inculpé dans l'opinion publique, c'était déjà être un petit peu coupable. Et ça, ça posait un problème, parce qu'il y avait quand même 10 à 15% des inculpations qui se terminaient par des non-lieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a deux solutions différentes qui sont proposées au juge d'instruction. Premièrement, s'il pense qu'il y a des chances sérieuses que la personne poursuivie soit effectivement responsable de ce qui lui est reproché, alors il la met en examen. Mais en revanche, s'il a des doutes quant à sa culpabilité, mais qui n'est pas sûr non plus que la personne poursuivie est complètement innocente, alors il la met sous le statut de témoin assisté. Le témoin assisté va avoir un certain nombre de droits, des droits que n'ont pas les simples témoins. Pour revenir à Patrick Bruel, dans le cas de certaines femmes, il a été mis en examen, alors que pour d'autres femmes, au contraire, il a juste été placé sous le statut de témoin assisté. Ce qui n'est pas contradictoire du tout, au contraire. Ça veut juste dire que dans certains cas, le nombre et le degré des preuves disponibles est suffisant. C'est suffisant pour que le juge d'instruction estime qu'il y a une chance que ça permette de renverser la présomption d'innocence dont bénéficie Bruel, donc d'obtenir sa condamnation, alors que dans d'autres cas, le juge a estimé au contraire que ça ne suffirait sans doute pas, mais qu'il fallait enquêter quand même. À la fin de sa garde à vue, Patrick Bruel est ressorti libre, mais sa liberté a été assortie d'un contrôle judiciaire. Alors, pourquoi n'est-il pas été placé en détention provisoire ? Parce que la remise en liberté, c'est la solution normale à la fin d'une garde à vue. Et ça, le juge ne le sort pas de sa manche, c'est écrit en toutes lettres dans le code de procédure pénale. Notre liberté, c'est le principe, et ce n'est que dans certains cas, limitativement énumérés par la loi, qu'un juge peut porter atteinte à notre liberté. Par exemple, si le mis en examen risque de détruire ou de modifier les preuves de son infraction. Ça peut être aussi pour l'empêcher de faire pression sur les victimes ou les témoins. Ça peut être également pour l'empêcher de disparaître dans la nature. Et, plus intéressant, ça peut être pour mettre fin aux troubles que son infraction a causés à l'ordre public. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est l'une des hypothèses dans laquelle la loi donne aux juges le droit de tenir compte de l'opinion publique. Les juges sont là pour appliquer la loi. Ils ne sont pas là pour réagir en fonction des réactions du public. La décision de justice, ça n'est pas le résultat d'un sondage d'opinion. C'est le résultat de l'application de textes votés par le pouvoir législatif, c'est-à-dire indirectement par nous. Dans le cas de la décision de ne pas placer Patrick Bruel en détention, je ne connais pas les raisons qui ont poussé le JLD. Alors le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention. C'est le juge qui décide, entre autres, de placer ou non quelqu'un en détention provisoire. Alors je ne connais pas les arguments qui ont été avancés à l'audience, parce que celle-ci s'est déroulée à huis clos, c'est-à-dire sans la présence du public. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le procureur de la République avait requis le placement en détention provisoire. Ça veut dire que Bruel serait allé tout droit au séchoir en attendant d'être jugé. Mais le JLD a estimé au contraire que le contrôle judiciaire suffisait pour mener à bien les enquêtes. Et c'est pour ça que plusieurs obligations étaient émises à la charge de Patrick Bruel à la sortie de sa garde à vue. Il ne peut pas quitter le territoire français, il ne peut pas contacter les victimes ou se rendre à leur domicile, il ne peut pas non plus fréquenter les salons de massage, alors là je vous laisse lire les articles concernant l'affaire pour comprendre pourquoi. Il a aussi l'obligation de s'astreindre à un suivi psychologique et surtout, il doit fournir une caution de 500 000 €. Et là, il faut que je vous parle un petit peu plus de cette histoire de caution, parce que ça ressemble quand même bougrement à ce qu'on voit dans les films et les séries américaines. Alors la caution, ça existe aussi en France, mais les deux systèmes sont complètement différents. Nous sommes ici au milieu de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous intéresse, alors abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. En France, la caution, c'est juste une des modalités du contrôle judiciaire. Ça permet de s'assurer que la personne mise en examen, si elle est condamnée, elle paiera les dommages et intérêts à ses victimes, les frais de justice, etc. Le fait que ça l'incite aussi à se présenter à l'audience si elle veut bien récupérer ses sous existe également, bien sûr. Mais cette caution, qu'en droit français on appelle plutôt un cautionnement, c'est quelque chose qui est assez rarement utilisé. Souvent, ce sont pour des infractions qui relèvent du droit pénal des affaires, comme la fraude fiscale, blanchiment d'argent, la fraude à la TVA, etc., etc. En France, on conçoit ça comme une sorte d'avance sur les sommes que vous seriez amené à payer si vous étiez condamné. Mais, comme je vous le disais, ça n'est utilisé que assez rarement.
Aux États-Unis, c'est l'inverse. La caution est quasi systématique. Pratiquement n'importe quel délinquant peut sortir de prison pour presque n'importe quelle infraction, simplement en payant une caution dont le montant a été défini par le juge. Et comme tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer, il existe ce que l'on appelle des bail bondsmen. C'est en quelque sorte des prêteurs sur gage professionnels qui payent la caution à la place du délinquant. Ils font ça en échange d'une commission qui est d'environ 10% de la caution. Et si le délinquant ne se présente pas devant la justice, alors le prêteur sur gage va demander à un chasseur de primes de le retrouver. Et agent de la paix avant tout. Tout ça, c'est parfaitement légal dans la plupart des États aux États-Unis. Alors à la vérité, ce système de caution a énormément d'inconvénients et très peu d'avantages. On estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en prison actuellement aux États-Unis, simplement parce qu'elles ne peuvent même pas s'offrir les services du bail bondsman. Et en plus, quand elles se présentent devant le tribunal pour être jugées, elles sont plus souvent condamnées que celles qui ont été libérées sous caution. Pour revenir à Patrick Bruel, apparemment, la caution de 500 000 € n'a pas été un problème pour lui puisqu'il est ressorti libre du tribunal. Le fait qu'il n'ait pas été mis immédiatement en détention provisoire a été beaucoup critiqué, mais là n'était pas vraiment l'important dans cette affaire. L'important, c'est qu'il a été mis en examen et que la parole des femmes qui ont déposé plainte contre lui a enfin été entendue. Je dis enfin parce qu'il semble que ça fait déjà plusieurs années que des poursuites auraient pu être lancées contre le chanteur. Dès 2019, une dizaine de femmes s'étaient déjà manifestées auprès de la justice et apparemment, leurs témoignages se recoupaient. Alors même que ces femmes ne se connaissaient pas et ne savaient pas que d'autres femmes avaient elles aussi déposé plainte contre lui, toutes ces femmes ont apporté à la justice des témoignages racontant peu ou prou les mêmes comportements de la part de Patrick Bruel. Alors attention, je ne dis pas que ça suffit pour le condamner, mais en revanche, ça aurait probablement suffi à un juge d'instruction dès 2019 pour enquêter sur le comportement du chanteur avec les femmes. Mais à l'époque, toutes ces plaintes ont été classées sans suite. Bon. Sincèrement, je suis hélas pas très étonné. Avant d'écrire cette vidéo, j'ai consulté le rapport de l'Institut des politiques publiques. Et ce rapport est assez édifiant, puisqu'environ 85% des plaintes pour violences sexuelles et sexistes sont classées sans suite. Parce que les violences sexuelles et sexistes sont quasi nécessairement des crimes de l'intime. Mais ces classements sans suite n'en sont pas moins difficilement supportables pour les victimes, puisque le plus souvent, leur agresseur est parfaitement connu et identifié. C'est tout à fait logique, d'ailleurs, puisque l'immense majorité des viols sont commis par quelqu'un qui est déjà connu de la victime. Il s'agit souvent d'un membre de la famille ou de l'entourage proche. Et dans plus de la moitié des cas, il s'agit du conjoint. Et ceci, souvent, sans violence physique. C'est plus souvent le mari, le concubin, le pacsé, le petit ami, l'ancien ou l'actuel. Vous voyez qu'on est loin du stéréotype du violeur inconnu, présenté comme un délinquant sexuel, un déviant, un marginal, que la misère sexuelle pousserait à violer dans le but d'avoir un rapport sexuel. Parce que dire ça, penser ça, c'est ne rien comprendre à la réalité du phénomène du viol, qui est généralement commis par un proche, et souvent sans violence physique, comme je vous le disais. Le résultat, c'est que 90% des femmes qui se font agresser ne déposent pas plainte, et que 94% de ces plaintes sont classées sans suite. Il s'agit donc d'un véritable parcours du combattant, enfin de la combattante plutôt, pour avoir une chance de faire condamner son agresseur. Et c'est sans doute encore plus difficile lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'établi, de quelqu'un de respectable, ou encore de quelqu'un de connu comme l'est Patrick Bruel. Parce que ça jette immédiatement un doute sur les accusations qui sont portées contre lui, et ça c'est quelque chose dont on parlera probablement prochainement lors d'un live sur Twitch, lorsqu'on aura parlé de cette affaire, parce que la question qu'on est tenté de penser, c'est pourquoi est-ce qu'un homme qui plaît aux femmes aurait besoin de violer ? Mais ça, c'est se tromper lourdement sur ce que c'est que le viol. Parce que l'objectif du violeur, c'est pas d'obtenir un rapport sexuel, c'est d'établir un rapport de pouvoir vis-à-vis de sa victime. J'avais suivi une formation en criminologie pendant mes études de droit, mais je ne connais pas très bien la criminalité sexuelle. Alors, avant d'écrire ce passage, je me suis inspiré d'un article paru sur le site The Conversation. Il s'agit d'un article intitulé « Comment croire les victimes d'hommes intégrés, appréciés ou séduisants ». Le lien est ici en description. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est souvent très mal compris. C'est la question de savoir ce qu'on peut dire ou pas d'une affaire lorsque quelqu'un est poursuivi. Parce que vous le savez, dès que quelqu'un a affaire à la justice pénale, il est immédiatement protégé par la présomption d'innocence. Mais
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut plus parler de cette affaire, qu'on ne peut plus dire que cette personne a commis tel ou tel acte, sous peine éventuellement de se retrouver soi-même condamné? Alors une fois de plus, on se retrouve devant deux principes que tout oppose, parce qu'il y a la présomption d'innocence d'un côté et la liberté d'expression de l'autre, et il va falloir déterminer à quel endroit on place le curseur entre ces deux droits. En d'autres termes, et pour revenir à Patrick Bruel, que peut-on dire ou pas au sujet de son affaire? La présomption d'innocence est clairement une limite à la liberté d'expression. Et comme d'habitude, en droit, bien la réponse va être nuancée. Parce que d'une part, on peut tout à fait dire, comme je l'ai fait d'ailleurs dans cette vidéo, que Patrick Bruel a été mis en examen, après avoir été placé en garde à vue pendant 48 heures. Ça, ce sont des faits, c'est de l'information. J'ai pu dire aussi qu'il lui est reproché d'avoir commis des viols et des atteintes sexuelles sur un certain nombre de femmes. En revanche, je n'ai évidemment jamais prétendu qu'il était coupable, et encore moins qu'il avait été condamné pour ça, ou qu'il était certain qu'il le sera. Et on peut ajouter qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. En gros, lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, on peut informer sur ce qui lui est reproché, mais il faut faire attention de ne pas présenter pour certain qu'il sera condamné. Et ça, ce serait porter atteinte à sa présomption d'innocence. En dernière chose, vous savez peut-être que Patrick Bruel a décidé d'annuler plusieurs de ses concerts, tant en France qu'à l'étranger, à la suite de la révélation de cette affaire. Il s'est mis aussi en retrait de la troupe des Enfoirés. Mais tout ça, il ne l'a pas exactement fait spontanément, parce que plusieurs groupes et associations ont manifesté pour qu'il arrête de se produire en public. Ce qui revient à se poser cette vieille question, peut-on séparer l'homme de l'artiste? Mais là, ce n'est plus du droit et je sortirai de mon domaine de compétence en vous donnant mon opinion sur le sujet. À propos d'apparitions publiques, personne ne s'oppose aux miennes. C'est pourquoi je serai prochainement à Tours, au Japan Tour Festival. Ça se passe les 3, 4 et 5 juillet au Parc des Expositions à Tours. J'y serai pendant les 3 jours, j'espère d'ailleurs qu'il fera moins chaud que l'an dernier. Je serai en compagnie de dizaines d'autres invités. Le programme est ici et en description. Alors venez nombreux et nombreux, je compte sur vous. Et maintenant, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Je tiens à préciser que concernant cette obscure histoire d'agression de Croquette, les chats aussi bénéficient de la présomption d'innocence.